un milliardaire épouse à l'aveugle la femme la plus laide de la ville. Tout le monde se moquait. Mais ce qui s'est passé 5 ans plus tard a choqué le monde. Le couple improbable cache un secret qui a tout changé. Préparez-vous à découvrir comment il a donné la plus grande leçon de vie. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Dans le penthouse le plus luxueux du plus haut immeuble de Paris, Alexandre Dubois observait la ville à travers les immenses baies vitrées. À 38 ans, il était considéré comme l'un des hommes d'affaires les plus prospères du pays. Son empire, le groupe Dubois, dominait des secteurs stratégiques de l'économie française, de la technologie aux énergies renouvelables. Cependant, ce soir-là, même la vue privilégiée sur la métropole illuminée ne parvenait pas à apaiser le vide qu'il ressentait. « Monsieur Dubois, la réunion du conseil est confirmée pour demain à 9 h, annonça Sophie, son assistante exécutive depuis plus de 10 ans, via l'interphone. Et le magazine Forbes souhaite confirmer l'interview pour le prochain numéro. Alexandre soupira, ajustant la montre de luxe à son poignet. « Annulez tout, Sophie. Demain, je ne serai pas disponible. » De l'autre côté de la ligne, un silence tendu s'installa. Sophie connaissait bien son patron pour savoir que quelque chose n'allait pas. En 15 ans à la tête du groupe Dubois, Alexandre n'avait jamais annulé une réunion du conseil. Dans la bibliothèque privée de l'appartement, il se servit un verre et prit une enveloppe posée sur la table en acajou. À l'intérieur se trouvait son inscription à Amour à première vue, une émission de télé-réalité de mariage à l'aveugle qui faisait un tabac à la télévision française. Une décision qui, si elle fuitait dans la presse, provoquerait certainement un séisme sur les marchés financiers. Ailleurs dans la ville, dans le quartier du Marais, Camille Laurent rangeait les livres dans la bibliothèque publique où elle travaillait depuis 5 ans. À 32 ans, elle trouvait dans les livres le refuge qu'elle n'avait jamais réussi à trouver dans ses relations passées. Ses cheveux châtains naturellement ondulés et ses lunettes à monture discrète correspondaient à sa personnalité, authentique et sans prétention. « Tu ne vas pas croire ce que j'ai fait », s'exclama Élodie, sa meilleure amie, faisant irruption dans la bibliothèque presque vide à cette heure-ci. « Je t'ai inscrite à cette émission de télé, Amour à première vue. » Camille faillit, laisser tomber la pile de livres qu'elle tenait. « Tu as fait quoi ?» demanda-t-elle, ajustant nerveusement ses lunettes. « Ah ma chérie, tu dois donner une chance à l'amour. Tu es restée seule si longtemps, plongée dans tes livres. » Élodie gesticulait avec animation, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Et devine quoi? Ils ont adoré ton profil. Tu as été présélectionnée. » Camille s'assit, sentant ses jambes flageoler. Sa vie avait toujours été régie par la prévisibilité et le confort de la routine. L'idée de s'exposer dans une émission de télévision lui semblait tout simplement absurde. Cette même nuit, dans son petit appartement loué, Camille n'arrivait pas à dormir. Les mots d'Élodie résonnaient dans son esprit. Parfois, les meilleurs chapitres de notre vie sont ceux que nous n'avons pas planifiés. Pendant ce temps, dans le luxueux penthouse, Alexandre recevait la visite de Julien, son avocat et ami de longue date. « Tu as perdu la tête ?» demanda Julien, tenant le formulaire d'inscription à l'émission. « Tu as une idée de ce que cela pourrait causer aux actions du groupe ?»« Pour la première fois de ma vie, je ne pense pas aux actions, » répondit Alexandre, sa voix empreinte d'une détermination inhabituelle. « Je suis fatigué de dîner dans des restaurants chics avec des femmes qui ne s'intéressent qu'à ma fortune, fatigué de sourire lors d'événements sociaux tandis que tout le monde spécule sur ma vie personnelle. » Julien observa son ami attentivement. En 2 décennies d'amitié, il ne l'avait jamais vu ainsi, si humain. « Tu te rends compte que tu pourrais finir par épouser quelqu'un de complètement différent de ton monde ?» demanda l'avocat inquiet. Alexandre esquissa un demi-sourire. « C'est peut-être exactement ce dont j'ai besoin. » Le lendemain matin, alors que Camille cataloguait de nouveaux livres à la bibliothèque, elle reçut un appel qui allait changer sa vie à jamais. Elle avait été sélectionnée pour participer à l'émission et les enregistrements commenceraient dans 2 semaines. Le destin était sur le point d'entrelacer 2 vies apparemment incompatibles. D'un côté, un milliardaire qui avait tout, sauf ce qui comptait vraiment. De l'autre, une bibliothécaire qui trouvait la richesse dans les pages des livres, mais rêvait secrètement de sa propre histoire d'amour. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que cette décision apparemment impulsive déclencherait une série d'événements qui transformeraient non seulement leur vie, mais aussi la façon dont la France entière
percevait l'amour véritable. Les 2 semaines précédant le début des tournages passèrent comme un tourbillon. Camille alternait entre des moments d'excitation et des crises d'angoisse, tandis qu'Alexandre gardait sa décision dans le plus grand secret, ne la partageant qu'avec son cercle le plus proche. À la bibliothèque, Camille essayait de maintenir une apparence de normalité, mais ses pensées vagabondaient constamment vers ce qui allait arriver. Pendant la pause déjeuner, Élodie apparut avec des magazines de mode sous le bras. « Il faut renouveler ta garde-robe », s'exclama son ami, étalant les magazines sur la table. « Tu vas passer à la télévision nationale, tu dois être éblouissante. » Camille feuilleta l'un des magazines sans grand enthousiasme. « Élodie, je ne veux pas paraître être quelqu'un que je ne suis pas. Si quelqu'un s'intéresse à moi, ce doit être pour ce que je suis vraiment. Mais tu peux être toi-même. En portant des vêtements plus modernes, argumenta Élodie. Je ne te dis pas de te transformer en une autre personne, juste de mettre en valeur ta beauté naturelle. » Dans le penthouse du groupe Dubois, Alexandre faisait face à ses propres dilemmes. Isabelle Moreau, son ex-petite amie et héritière d'une importante famille hôtelière, avait découvert sa participation à l'émission grâce à des contacts à la chaîne. « Tu ne peux pas être sérieux, Alexandre, » dit-elle en entrant sans être annoncée dans son bureau. « Une émission de télé-réalité sur les mariages, ça va détruire ta réputation. » Alexandre resta calme. Des années de négociations difficiles l'avaient préparé à des moments comme celui-ci. « Isabelle, notre relation s'est terminée il y a plus d'1 an. Je ne te dois aucune explication sur mes décisions personnelles. »« Ne sois pas naïf, » rétorqua-t-elle, s'approchant de son bureau. « As-tu pensé au genre d'opportuniste qui pourrait profiter de cette situation ? Tu es pratiquement en train de mettre une pancarte milliardaire disponible sur ton front. » Les mots d'Isabelle, bien que durs, touchaient un point sensible. C'était exactement ce genre de cynisme qui l'avait poussé à prendre une décision aussi radicale. La veille du début des tournages, Camille décida de rendre visite à sa mère, Madame Claire, qui vivait dans une maison modeste à l'est de Paris. Elle la trouva dans le petit jardin qu'elle entretenait avec tant de soin. « Maman, tu crois que je fais une erreur ?» demanda Camille en aidant sa mère à arroser les plantes. Madame Claire sourit avec sagesse. « Ma chérie, la plus grande erreur est de ne pas donner une chance à la vie de nous surprendre. Ton père, que Dieu ait son âme, disait toujours que le bonheur frappe à notre porte déguisée en coïncidence. » Pendant ce temps, Alexandre participait à sa dernière réunion avant le début des tournages. Julien, son avocat, avait préparé une série de documents. « Ce sont des accords de confidentialité », expliqua Julien. « Tous les participants devront les signer. Et il y a autre chose. » Il hésita avant de poursuivre. « J'ai trouvé quelque chose dans le testament de ton père. » Alexandre fronça les sourcils. « Quel genre de chose ?»« Une clause qui n'a jamais été activée parce que tu ne t'es jamais marié. Selon le document, pour garder le contrôle total du groupe Dubois, tu dois rester marié pendant au moins 2 ans. » La révélation frappa Alexandre comme un coup de poing dans l'estomac. Son père, même des années après son départ, parvenait encore à influencer sa vie de manière inattendue. Le matin du premier jour de tournage, le studio de la chaîne grouillait d'activité. Camille arriva tôt, portant une robe bleue simple qu'elle avait achetée avec Élodie. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Dans un autre dressing, Alexandre ajustait la cravate de son costume italien sur mesure. Sophie, son assistante, coordonnait une équipe qui surveillait les réseaux sociaux et toute éventuelle fuite d'informations. Le présentateur de l'émission, Pierre Lambert, réunit les participants pour les dernières instructions. Il y avait 5 couples au total, mais un seul serait le point central de la saison, bien que personne ne le sache encore. « Souvenez-vous, » dit Lambert, « vous ne verrez pas votre partenaire avant le moment du « oui ». Toutes les interactions précédentes se feront à travers des témoignages enregistrés et des lettres. Le mariage est réel, avec toutes les implications légales. Camille sentit un frisson dans son ventre. Dans quelques heures, elle pourrait être mariée à un parfait inconnu. De l'autre côté du studio, séparé par plusieurs murs et couloirs, Alexandre pensait exactement la même chose. Ce qu'aucun des deux ne pouvait imaginer, c'est que leur vie était sur le point de s'entrelacer d'une manière qu'aucun scénariste de télévision n'aurait pu prévoir, et que ce jour marquerait seulement le début d'un voyage qui mettrait à l'épreuve non seulement leur amour, mais aussi tout ce en quoi ils croyaient. Les lumières du studio brillaient intensément, tandis que Camille attendait dans une pièce isolée.
Ses mains tremblaient légèrement en tenant le micro que la production lui avait remis. De l'autre côté du complexe, Alexandre gardait sa posture sereine habituelle, bien que son cœur battît à toute allure, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Dans 5 minutes, nous commençons l'enregistrement. Du mariage, annonça un producteur passant rapidement dans la pièce où se trouvait Camille. Élodie, qui avait obtenu une autorisation spéciale pour accompagner son amie, lui tenait les mains. « Respire profondément, ma chérie. Tu es magnifique, » murmura Élodie, ajustant une mèche de cheveux de Camille. « Tu te souviens de ce dont nous avons convenu? Sois toi-même, ne laisse personne diminuer ton éclat. » Dans le dressing principal, Julien essayait de garder Alexandre calme, ce qui était inhabituel pour un homme qui avait l'habitude de diriger des réunions multimillionnaires sans montrer la moindre nervosité. « Il est encore temps de renoncer, » commenta Julien à moitié sérieux, à moitié plaisantant. « Je peux appeler les avocats et... » « Non, » interrompit Alexandre, ajustant sa cravate pour la 10e fois. « Pour la première fois de ma vie, je veux faire quelque chose de complètement imprévu, quelque chose que même mon père n'aurait pas pu planifier. » Le grand hall où aurait lieu la cérémonie était décoré de fleurs blanches et d'un éclairage doux. Les caméras étaient stratégiquement positionnées pour capturer chaque réaction, chaque regard, chaque moment d'hésitation. Pierre Lambert, le présentateur, prit sa position. « Attention à tous, nous allons commencer par l'entrée du marié. Caméra prête. » Alexandre marcha dans l'allée avec l'élégance caractéristique de quelqu'un habitué au projecteur. Cependant, quelque chose dans son regard trahissait une vulnérabilité rarement visible. Les caméras capturèrent chacun de ses mouvements, tandis que les commentaires des autres participants résonnaient en fond sonore. « C'est Alexandre Dubois » chuchota l'une des participantes à une autre. « Le milliardaire du groupe Dubois. » Le murmure se propagea rapidement dans le studio. Camille, toujours dans sa loge, restait ignorante de l'identité de son futur époux. Elle se concentrait uniquement sur le contrôle de sa respiration et sur le fait de ne pas trébucher sur sa robe lors de son entrée. « Le moment est venu », annonça Pierre Lambert aux caméras. « Notre marié est sur le point de rencontrer son futur mari, une rencontre qui promet de surprendre tout le monde. » Les portes s'ouvrirent et Camille commença sa marche. Sa robe bleu clair, choisie pour représenter sa personnalité sereine, contrastait avec les robes de mariée traditionnelles blanches. Elle avait insisté sur ce choix, malgré les recommandations de la production. Le moment où leurs regards se croisèrent resterait gravé à jamais dans la mémoire des deux. Alexandre ne put dissimuler sa surprise. Elle était complètement différente des femmes de son cercle social. Camille, quant à elle, ressentit le poids de milliers d'attentes lorsqu'elle reconnut enfin qui était son marié. « Bonsoir », dit Alexandre, sa voix trahissant un léger tremblement. Les caméras capturèrent l'instant exact où il tendit la main pour la saluer, un geste trop formel pour l'occasion. Camille accepta la poignée de main, sentant la froideur du contact. « Bonsoir », répondit-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. Le juge de paix commença la cérémonie, mais Camille et Alexandre semblaient être dans une bulle particulière, chacun perdu dans ses propres pensées et craintes. Les paroles du juge semblaient lointaines, presque surréalistes. Dans les coulisses, Élodie observait tout avec un mélange d'inquiétude et d'espoir. Elle connaissait Camille mieux que quiconque et pouvait voir, à travers son calme apparent, les signes de la tempête qui se préparait. Julien, de l'autre côté de la salle, percevait également la tension grandissante. Il connaissait chaque expression d'Alexandre et pouvait clairement lire ses pensées à ce moment-là. Son ami était en conflit, tiraillé entre ses attentes et la réalité qui se présentait. « Si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais », déclara le juge, suivant le protocole. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les caméras parcoururent les visages des invités, capturant des expressions allant de la surprise à l'incrédulité. Au premier rang, Sophie, l'assistante d'Alexandre, tenait fermement sa tablette, anticipant déjà la répercussion que ce moment aurait sur les réseaux sociaux. « Alexandre Dubois, acceptez-vous Camille Laurent comme votre légitime épouse ?» L'hésitation d'Alexandre, bien que brève, sembla durer une éternité. Camille sentit son cœur se serrer, se préparant à ce qui pourrait être le moment le plus humiliant de sa vie. Après ce moment d'hésitation qui sembla interminable, Alexandre prononça enfin le « oui ». Camille, avec un courage qu'elle ne savait même pas posséder, accepta également l'union.
Les alliances furent échangées sous le regard attentif des caméras, qui ne manquaient aucun mouvement du couple le plus improbable de la télévision française. La réception se déroulait dans la salle la plus luxueuse de l'hôtel Ritz, décorée d'orchidées rares et de cristaux qui reflétaient la lumière dorée de l'ambiance. Camille observait tout avec un mélange de fascination et de malaise, se sentant comme un personnage à la mauvaise place dans l'histoire. « Souris plus naturellement », murmura Alexandre, alors qu'il posait pour une autre photo. Les actions du groupe ont déjà chuté de 3% depuis le début de la cérémonie. « Je suis désolé si mon sourire n'aide pas vos actions », répondit Camille, gardant un sourire artificiel. « Peut-être auriez-vous dû épouser un graphique de la bourse. » Alexandre la regarda, surpris. Il ne s'attendait pas à une réponse aussi acérée de la part de quelqu'un qui semblait si ordinaire. Avant qu'il ne puisse répondre, ils furent interrompus par Isabelle Moreau, qui s'approcha avec son élégance caractéristique. « Alexandre, mon chéri !» s'exclama Isabelle, ignorant complètement la présence de Camille. « Quelle cérémonie intéressante! Votre père aurait certainement trouvé cela très original. » Camille perçut le ton ironique dans la voix d'Isabelle, mais resta ferme. Des années à cataloguer des livres à la bibliothèque lui avaient appris que les meilleures histoires ne commençaient pas toujours de manière prévisible. « Mademoiselle Moreau », intervint Sophie, l'assistante d'Alexandre, apparaissant comme par magie. « La voiture que vous avez demandée vous attend à l'entrée. » Après le départ d'Isabelle, Camille profita d'un moment de relative intimité pour observer son désormais mari. Alexandre était visiblement tendu, vérifiant constamment son téléphone et discutant à voix basse avec Julien de questions professionnelles. « La bibliothèque », murmura Camille, se souvenant soudain de quelque chose d'important. « Qu'y a-t-il à la bibliothèque ?» demanda Alexandre, enfin attentif à elle. « Je dois prévenir que je serai absente pendant quelques semaines. Je ne peux pas simplement disparaître du travail. » Alexandre la regarda comme si elle avait dit quelque chose d'absurde. « Le travail ? Vous comptez encore travailler à la bibliothèque ?»« Bien sûr, » répondit Camille, sentant une irritation grandissante. « À quoi vous attendiez-vous ? Que j'abandonne toute ma vie à cause d'un mariage arrangé ?» Avant que la discussion ne puisse s'envenimer, ils furent interrompus par Pierre, Lambert qui annonça qu'il était temps de partir pour leur nouvelle maison, le penthouse d'Alexandre. En chemin à l'intérieur de la limousine, le silence était pesant. Camille regardait par la fenêtre, observant la ville qu'elle connaissait si bien prendre des contours différents à cette hauteur et à cette vitesse. « J'ai fait préparer une chambre pour vous, » dit Alexandre, rompant le silence. « Elle se trouve à l'étage inférieur du penthouse. Sophie s'occupera de tout ce dont vous aurez besoin pour vous installer. »« Que c'est gentil de votre part, » répondit Camille, sans pouvoir contenir le sarcasme. « Avez-vous déjà pensé à écrire un livre sur le romantisme ?» Pour la première fois de la soirée, un petit sourire sincère apparut au coin des lèvres d'Alexandre. Il y avait quelque chose dans la franchise tranchante de cette femme qui l'intriguait. En arrivant au penthouse, Camille fut présentée à une équipe de personnel qui semblait tout droit sortie d'un film. Gouvernante, chef privé, chauffeur, garde du corps. Marie, la gouvernante, la conduisit à ses appartements. « Monsieur, Dubois a demandé que je vous montre votre dressing », dit Marie, ouvrant les portes d'une pièce plus grande que l'appartement entier de Camille. « La styliste viendra demain pour prendre vos mesures pour la nouvelle collection. »« Nouvelle collection ?» demanda Camille, confuse. « Oui, madame. La garde-robe complète que monsieur Dubois a commandée pour vous. Il a mentionné quelque chose. À propos d'une adaptation à votre nouvelle position sociale. » Camille sentit son visage s'embraser. Dans sa chambre, après que Marie fut partie, elle s'autorisa un moment de vulnérabilité. Elle prit son téléphone et appela Élodie. « Hello, dans quoi me suis-je fourrée ?» demanda-t-elle, la voix étranglée. « En plein milieu d'une sacrée histoire, ça c'est sûr, » répondit son amie, essayant de la remonter. « Tu te souviens ? De ce que tu dis toujours sur les livres, que les meilleurs sont ceux qui nous sortent de notre zone de confort. » Pendant ce temps, dans le bureau du penthouse, Alexandre avait sa propre conversation difficile avec Julien. « Les premiers titres commencent déjà à circuler », informa l'avocat, montrant les nouvelles sur sa tablette. « Le marché n'a pas bien réagi à ce mariage soudain. »« Le marché devra s'y habituer », répondit Alexandre, se servant un verre, « tout comme je devrais m'habituer à une épouse qui préfère travailler dans une bibliothèque plutôt que de gérer les œuvres sociales. » Du groupe. « Et la clause du testament ?» demanda Julien. « Tu vas lui en parler ?» Alexandre regarda par la fenêtre,
observant les lumières de la ville. Pas encore. D'abord, je dois comprendre quel genre de personne elle est vraiment. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est qu'à ce moment précis, leur vie commençait à changer de manière qu'aucun d'eux ne pouvait prévoir. Derrière les apparences et les premières impressions, les destins s'entrelaçaient dans une intrigue bien plus complexe qu'un simple arrangement matrimonial. La première semaine de cohabitation dans le penthouse fut un choc culturel pour les deux. Camille insista pour garder son travail à la bibliothèque, au grand désarroi d'Alexandre, qui ne comprenait pas comment son épouse pouvait préférer un emploi modeste au privilège de sa nouvelle position. Un matin particulièrement tendu, Camille se préparait à sortir lorsqu'elle fut surprise par Alexandre dans le salon. « Il faut qu'on parle », dit-il, tenant un magazine People. À la une photo d'eux avec le titre « La Cendrillon du siècle ». Qui est la mystérieuse bibliothécaire qui a conquis le cœur du milliardaire? Camille soupira, ajustant son sac sur son épaule. « Je suis en retard pour le travail, Alexandre. »« C'est exactement de ça que je veux parler, » répondit-il, posant le magazine sur la table basse. « Tu as une idée de ce qu'ils disent? Que tu te moques de moi, que tout ça est une stratégie pour... »« Pourquoi ?» interrompit Camille, sa voix tremblant d'indignation. « Pour avoir accès à ton argent? Pour apparaître dans les colonnes mondaines? Tu sais quel est ton problème, Alexandre? Tu es tellement habitué aux gens intéressés que tu ne reconnais pas quand quelqu'un est sincère. » L'explosion prit Alexandre par surprise. Pour la première fois, il vit quelque chose au-delà de la bibliothécaire timide. Il vit une femme de forte conviction. « J'ai une proposition, » dit-il, adoucissant son ton. « Viens avec moi ce soir. Il y a un dîner de bienfaisance important. Et en tant que mon épouse, ta présence est essentielle. » Camille hésita. Ce n'était pas son monde, ce n'était pas ses gens. Mais quelque chose dans le regard d'Alexandre la fit accepter. Le dîner avait lieu au palais de l'Élysée, réunissant l'élite de la société parisienne. Camille, portant une robe élégante mais discrète, choisie par elle-même malgré les protestations de la styliste, observait l'ambiance avec un regard analytique. « Alexandre, mon chéri », une dame élégante s'approcha. « C'est ta nouvelle épouse. » Camille Dubois, se présenta-t-elle, avant qu'Alexandre ne puisse parler. L'utilisation de son nom de famille ne passa pas inaperçue. La soirée se poursuivait lorsque Camille remarqua quelque chose d'étrange. À une table proche, Isabelle conversait vivement avec un homme qu'elle reconnut des photos dans le bureau d'Alexandre, Étienne Martin, vice-président du groupe Dubois. « C'est Étienne Martin, n'est-ce pas ?» demanda discrètement Camille à Alexandre. « Pourquoi ton ex-petite amie est-elle si proche du vice-président de ton entreprise ?» Alexandre observa la scène avec un intérêt renouvelé. « Bonne observation !» murmura-t-il, surpris par la perspicacité de Camille. Pendant le dîner, Camille perçut les regards de jugement, les commentaires chuchotés, les rires étouffés, mais au lieu de se replier sur elle-même, elle décida d'utiliser son arme secrète, la connaissance. Lorsqu'une socialite commença à discuter de littérature russe, essayant de la rabaisser, Camille surprit tout le monde avec une analyse approfondie de Dostoïevski. Alexandre observait, fasciné, tandis que son épouse transformait les préjugés en admiration. De retour à leur penthouse, quelque chose avait changé entre eux. « Tu m'as surpris aujourd'hui », admit Alexandre, se servant un verre. « Les gens nous sous-estiment toujours, Alexandre », répondit Camille, enlevant ses talons hauts. « Vous m'avez sous-estimé quand vous m'avez vu pour la première fois à l'hôtel. Tout le monde me sous-estime quand il découvre que je suis bibliothécaire. Mais savez-vous ce que j'ai appris ? Que la connaissance est un pouvoir, et qu'il n'y a pas de pouvoir plus grand que d'être vrai avec soi-même. » Alexandre la regarda d'un autre œil. Il y avait une force en elle qu'il n'avait pas perçue auparavant, une authenticité qui contrastait avec son monde d'apparence. Le lendemain matin, Camille trouva un bouquet d'orchidées sur son bureau, à la bibliothèque. La carte disait simplement « Merci pour hier, AD ». Élodie, qui avait assisté à la scène, ne put contenir son excitation. « Ma chère, je crois que l'iceberg commence à fondre. » Mais tout n'était pas rose. Ce même après-midi, Étienne Martin demanda une réunion urgente avec Alexandre. Le sujet, une prétendue irrégularité dans les comptes du groupe Dubois qui pourrait ébranler la confiance des actionnaires. « C'est curieux », commenta Camille pendant le dîner, quand Alexandre mentionna la réunion. « Comment ces irrégularités apparaissent juste maintenant, après notre mariage ?» Alexandre arrêta sa fourchette en l'air, pensif.
Sa femme, la simple bibliothécaire, voyait des connexions que lui, aveuglé par la routine des affaires, n'avait pas perçues. Cette nuit-là, pour la première fois, ils eurent une vraie conversation. Non pas comme le milliardaire et la bibliothécaire, mais comme deux personnes essayant de trouver leur place dans cette histoire improbable. « Pourquoi vous êtes-vous vraiment inscrit à l'émission » demanda Camille, brisant le silence. Confortable qui s'était installé entre eux. Alexandre hésita. La clause du testament pesait sur sa conscience, mais quelque chose l'empêcha de révéler toute la vérité. « Pas encore. »« Peut-être pour la même raison que vous » répondit-il, choisissant ses mots avec soin. Fatigué de vivre dans un monde où tout semble artificiel. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cette conversation marquerait le début d'une transformation profonde dans leur vie. Alors que la ville dormait dehors, deux personnes que le destin avait réunies commençaient enfin à se voir au-delà des apparences. La routine dans le penthouse des Dubois commençait à trouver son propre rythme. Camille continuait son travail à la bibliothèque, mais consacrait désormais quelques après-midi à mieux connaître les projets sociaux du groupe. Alexandre, quant à lui, était de plus en plus surpris par les remarques perspicaces de son épouse sur les gens qui les entouraient. Un après-midi particulièrement mouvementé à la bibliothèque, Camille reçut une visite inattendue. Isabelle Moreau, impeccable dans son tailleur de luxe, se démarquait parmi les étagères de livres comme une orchidée dans un champ de marguerites. « Alors, c'est ici que la nouvelle Madame Dubois passe ses journées », commenta Isabelle, son ton oscillant entre curiosité et dédain. « Ça doit être pittoresque. » Camille garda son attitude professionnelle. « Puis-je vous aider à trouver un livre en particulier ?» « En fait, » Isabelle s'approcha, baissant la voix, « je suis venue pour vous avertir. De femme à femme. Il y a des choses sur Alexandre que vous ignorez, des choses qui pourraient changer complètement votre vision de ce mariage. » Avant qu'elles ne puissent continuer, elles furent interrompues par Élodie, qui arriva portant une pile de livres. « Camille, nous avons besoin de votre aide pour cataloguer les nouveaux volumes de littérature jeunesse. » Isabelle recula, mais pas sans laisser une carte sur la table. « Quand vous voudrez connaître la vérité, appelez-moi. » Ce soir-là, pendant le dîner dans le penthouse, Camille observait Alexandre avec plus d'attention. Il semblait préoccupé, vérifiant constamment son téléphone. « Le conseil a convoqué une réunion extraordinaire pour demain, » commenta-t-il enfin. « Étienne a présenté des documents remettant en question certaines de mes décisions récentes. »« Y compris notre mariage ?» demanda Camille, perspicace. Alexandre hésita. « Oui, il a insinué que mon jugement pourrait être compromis. » Camille jouait avec l'anneau à son doigt, pensive. « As-tu remarqué comment Étienne apparaît toujours aux événements sociaux aux côtés d'Isabelle ? Elle était à la bibliothèque aujourd'hui. » Cela capta l'attention d'Alexandre. Que voulait-elle ? Faire des insinuations mystérieuses à ton sujet. Elle a même laissé une carte au cas où je voudrais connaître la vérité. Alexandre sentit son estomac se nouer. La clause du testament pesait sur sa conscience comme du plomb. « Camille, » commença-t-il, sa voix plus douce que d'habitude. « Il y a quelque chose que je dois te dire. » À ce moment, ils furent interrompus par Sophie qui entra précipitamment dans la salle à manger. « Monsieur Dubois, excusez-moi de vous déranger, mais c'est urgent. Les actions du groupe ont commencé à chuter en bourse asiatique. Il semble qu'il y ait eu une fuite d'informations. » Le reste de la soirée fut un tourbillon d'appels téléphoniques et de réunions d'urgence. Camille observait de loin tandis qu'Alexandre coordonnait une équipe de cadres en visioconférence depuis son bureau. Dans un moment de pause, elle s'approcha avec une tasse de thé. « J'ai pensé que tu en aurais peut-être besoin. » Alexandre accepta la boisson, surpris par le geste. « Merci. Désolé pour tout ça. »« Tu sais, » commenta Camille en s'asseyant dans un fauteuil à proximité, « à la bibliothèque, j'ai appris que parfois les livres les plus précieux sont ceux dont les couvertures sont les plus usées. Les gens jugent par l'apparence et perdent le trésor qui se cache à l'intérieur. » Alexandre la regarda avec curiosité. « Et quel trésor penses-tu avoir trouvé en moi ? Quelqu'un qui, malgré tout le pouvoir et l'argent, se soucie encore de faire ce qui est juste, même si cela signifie parfois prendre le chemin le plus compliqué. » Le commentaire toucha Alexandre profondément. Là, devant lui, se tenait la femme que tout le monde sous-estimait, voyant à travers ses défenses avec une clarté déconcertante. Le lendemain matin, avant la réunion du conseil, Camille trouva un paquet sur son bureau dans la bibliothèque.
À l'intérieur se trouvait un vieux livre de première édition, Orgueil et préjugés. La carte disait « Pour te rappeler que les premières impressions ne sont pas toujours les bonnes. A.D. » Élodie, qui avait assisté à la scène, sourit. On dirait que quelqu'un apprend à parler ton langage. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'à ce moment précis, Étienne et Isabelle se retrouvaient dans un restaurant discret du Marais, planifiant la prochaine étape de leur plan. « Le testament est notre atout maître », dit Isabelle en sirotant son café. Quand Camille découvrira qu'elle a été utilisée, que le mariage n'était qu'une manœuvre pour garder le contrôle du groupe, tout s'effondrera. Étienne sourit, satisfait. Et alors, enfin, l'Empire du Bois aura une nouvelle direction. Mais il n'avait pas prévu un détail crucial, le pouvoir transformateur de l'amour vrai qui commençait à fleurir dans les endroits les plus improbables du plus luxueux appartement de Paris. La réunion du conseil avait été plus tendue qu'Alexandre ne l'avait imaginé. Étienne Martin présenta une série de documents remettant en question non seulement le mariage soudain, mais aussi plusieurs décisions récentes du groupe du Bois. La pression montait chaque jour. Dans l'appartement, Camille rangeait quelques livres qu'elle avait apportés de la bibliothèque lorsqu'elle trouva un vieux dossier parmi les affaires d'Alexandre. À l'intérieur, des photos de lui encore jeune, aux côtés de son père, des coupures de journaux sur la croissance du groupe du Bois et une enveloppe scellée portant l'inscription « Pour mon fils, quand il trouvera l'amour vrai ». Ses mains tremblèrent en tenant l'enveloppe. Avant qu'elle ne puisse décider quoi faire, elle entendit la porte de l'appartement s'ouvrir. Alexandre arriva plus tôt, le visage empreint d'inquiétude. « Comment s'est passée la réunion ?» demanda Camille, posant discrètement son dossier. « Difficile », répondit-il en desserrant sa cravate. Étienne a réussi à convaincre une partie du conseil de réaliser un audit extraordinaire. Ils veulent revoir toutes les décisions des derniers mois. Camille s'approcha, lui servant un verre de vin. « Quelque chose d'autre te tracasse, n'est-ce pas ?» Alexandre la regarda, surpris par sa perspicacité. En quelques semaines, elle avait appris à lire ses expressions mieux que beaucoup de ceux qui le connaissaient depuis des années. « J'ai trouvé quelques vieux documents aujourd'hui, » commença-t-il, hésitant. « Sur mon père et la fondation du groupe. Il y a des choses que je dois te dire, Camille. Sur le testament, sur la vraie raison de notre... » Le téléphone sonna, interrompant le moment. C'était Sophie, avec des nouvelles urgentes. « Monsieur Dubois, un article vient de paraître sur le portail Économie aujourd'hui. Ils insinuent que vous avez manipulé des informations pour favoriser les actions du groupe avant le mariage. » Camille observa l'expression d'Alexandre se durcir. « Je vais régler ça, » dit-il en se levant. « Non, » l'interrompit-elle, lui prenant la main. « Nous allons régler ça ensemble. » Ce mot « ensemble » prit Alexandre par surprise. C'était la première fois que quelqu'un lui proposait de partager ses fardeaux sans arrière-pensée. Dans la bibliothèque, le lendemain, Camille commença sa propre enquête discrète. Des années à organiser des livres et des documents lui avaient donné une capacité particulière à relier des informations apparemment sans lien. « Marie » l'appela-t-elle, montrant quelques vieilles nouvelles à son amie. « Regarde ces dates. Chaque fois que le groupe Dubois a traversé une crise, Isabelle était impliquée avec quelqu'un de stratégique dans l'entreprise. » Élodie siffla doucement. « Et maintenant, elle est proche d'Étienne. » « Exactement. Et ce n'est pas une coïncidence si les problèmes ont commencé juste après mon mariage avec Alexandre. » Pendant ce temps, au siège du groupe Dubois, Alexandre trouva un allié inattendu. Julien avait découvert des preuves qu'Étienne manipulait des données bien avant le mariage. « Il essaie de provoquer une chute des actions », expliqua Julien, probablement pour les acheter à bas prix et prendre le contrôle. Ce soir-là, lorsque Camille rentra chez elle, elle trouva Alexandre sur la terrasse contemplant la ville. Elle s'approcha silencieusement, posant sa main sur son épaule. « Tu sais, dans les histoires que je lis, commença-t-elle, sa voix douce, les protagonistes affrontent toujours leurs plus grandes épreuves avant la fin heureuse. » Alexandre sourit pour la première fois de la journée. « Et tu penses que nous méritons une fin heureuse ? » « Je pense que nous écrivons notre propre histoire, » répondit-elle. « Et contrairement au livre, nous n'avons pas besoin d'attendre la fin pour être heureux. » Il se tourna vers elle, touchant son visage avec délicatesse. « Camille, à propos du testament ?»« Chut !» l'interrompit-elle. « Je sais déjà pour la clause. J'ai trouvé quelques documents aujourd'hui. Mais tu sais ce que j'ai aussi trouvé. Des photos de toi avec ton père. J'ai vu le même regard déterminé,
la même volonté de faire ce qui est juste. Alexandre sentit un poids quitter ses épaules. « Tu n'es pas fâché? Parce que tu t'es marié en partie à cause d'une clause? Peut-être. Mais tu sais ce que j'ai appris en travaillant avec des livres, que les meilleures histoires d'amour sont celles où les personnages tombent amoureux petit à petit, même quand ils commencent pour les mauvaises raisons. » À ce moment-là, le téléphone d'Alexandre vibra avec un message de Sophie. Étienne avait convoqué une conférence de presse pour le lendemain. « Il va essayer de me discréditer publiquement, » dit Alexandre tendu. Camille sourit, une lueur déterminée dans ses yeux. « Alors, offrons-lui un spectacle qu'il n'oubliera jamais. J'ai une idée. Ce que le couple ignorait, c'est que cette nuit marquerait non seulement un tournant dans leur relation, mais aussi le début d'un rebondissement que personne n'aurait pu prévoir. Dans la bibliothèque de ses rêves les plus ambitieux, Camille n'avait jamais imaginé que sa plus grande aventure serait aux côtés d'un milliardaire qui apprenait que la vraie valeur ne se mesurait pas en argent. Le matin précédent, la conférence de presse commença par une agitation inhabituelle dans le penthouse des Dubois. Camille, à la surprise générale, avait pris les commandes de la situation avec une aisance que personne n'attendait de la discrète bibliothécaire. « Sophie !» appela-t-elle tout en organisant divers documents sur la table à manger, transformés en quartier général. « J'ai besoin que tu organises une visite au siège de la fondation du groupe dès aujourd'hui. Et Julien, tu as accès aux anciens procès-verbaux des réunions du conseil ?» Alexandre regardait, admiratif, tandis que sa femme coordonnait l'équipe avec un mélange parfait de gentillesse et d'autorité. La nuit précédente, après des heures de conversation sur la terrasse, elle lui avait dévoilé son plan. « Qu'as-tu découvert exactement ?» demanda-t-il, s'approchant avec 2 tasses de café. Camille sourit, acceptant la boisson. « Des années à cataloguer des documents m'ont appris que l'histoire laisse toujours des indices. Tu te souviens de ces vieilles photos que j'ai trouvées? Ton père avait une méthode spécifique pour organiser les procès-verbaux des réunions. J'ai remarqué un motif dans les dates où Isabelle s'approchait des cadres du groupe. « Et qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Julien, intrigué. « Cela signifie qu'elle ne sort pas avec des cadres par hasard. Elle suit un plan systématique pour obtenir des informations privilégiées, et Étienne n'est pas le premier qu'elle manipule. » À ce moment-là, Marie, la gouvernante, entra précipitamment dans la pièce. « Madame Camille, mademoiselle Moreau. » Et dans le hall de l'immeuble, elle insiste pour monter. Camille échangea un regard significatif avec Alexandre. « Dites-lui qu'elle peut monter. Il est temps de mettre toutes les cartes sur la table. » Lorsqu'Isabelle entra dans l'appartement, elle trouva une scène qu'elle n'attendait clairement pas. Au lieu de la bibliothécaire peu sûre d'elle qu'elle comptait intimider, elle se retrouva face à une femme confiante, entourée de documents et de cadres, qui la traitaient avec un respect évident. « Isabelle », la salua Camille cordialement, « je suis contente que vous soyez venue. J'étais justement en train d'examiner des documents intéressants. Vous savez, j'ai trouvé des enregistrements fascinants sur vos anciennes relations avec les cadres du groupe. » Le sourire artificiel d'Isabelle vacilla un instant. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Vraiment ?» Camille prit un dossier. « C'est curieux, parce qu'ici j'ai des enregistrements de toutes vos approches stratégiques au cours des 5 dernières années. Chaque relation coïncidant parfaitement avec des moments cruciaux pour le groupe Dubois. » Alexandre s'approcha, posant une main sur l'épaule de Camille dans un geste de soutien. « Et maintenant, Étienne, encore une coïncidence ?»« Vous n'avez aucune preuve de quoi que ce soit, » répondit Isabelle, mais sa voix trahissait son nervosité. « En fait, » intervint Julien, « nous en avons. Camille a découvert un schéma dans les mouvements des actions qui coïncide exactement avec vos approches des cadres clés. Et il y a plus. Nous avons trouvé des traces de virements bancaires suspects. » Camille se leva et s'approcha d'Isabelle. « Vous savez ce qui est beau dans le fait d'être bibliothécaire. Personne ne s'attend à ce que vous soyez capable de connecter les points. Tout le monde me voyait comme la femme trophée, la femme simple qui n'appartenait pas à ce monde, mais ils ont oublié que ma vie est dédiée à organiser des informations. » Isabelle pâlit visiblement. « Que voulez-vous ? » ?»« Nous voulons que vous convainquiez Étienne d'annuler la conférence de presse, » répondit Alexandre. « Et ensuite, vous vous éloignerez définitivement des affaires du groupe Dubois. Et si je refuse ?» Camille sourit sereinement. « Alors tous ces documents seront remis à la presse. Je suis sûr qu'ils adoreraient en savoir comment l'héritière des Moreau a manipulé des informations privilégiées pendant des années. » Après qu'Isabelle soit partie,
Visiblement bouleversé, Alexandre attira Camille dans une étreinte serrée. « Tu es incroyable, tu le sais ?»« Nous sommes incroyables, » corrigea-t-elle. « Ensemble. » Cet après-midi-là, alors qu'il préparait les derniers détails pour faire face à toute manœuvre d'Étienne, Camille reçut un appel d'Élodie. « Ami, tu ne vas pas croire ça. Isabelle vient d'être vue en train d'embarquer pour Paris avec des valises et tout. » Camille sourit, échangeant un regard complice avec Alexandre. On dirait que quelqu'un a décidé de prendre des vacances prolongées. Plus tard, sur la terrasse, en regardant le coucher du soleil, Alexandre prit la main de Camille. « Tu sais, quand je me suis inscrit à ce programme, je cherchais une épouse qui comprenne mon monde. Je n'aurais jamais imaginé trouver quelqu'un qui le transformerait complètement. Et moi, je n'aurais jamais imaginé vivre une histoire d'amour plus passionnante que tous les livres que j'ai lus, » répondit-elle en posant sa tête sur son épaule. Le téléphone sonna. C'était Sophie avec la nouvelle. Étienne avait annulé la conférence de presse. Le plan avait fonctionné, mais tous deux savaient que cette victoire n'était qu'un début. Il restait encore beaucoup à faire, beaucoup à construire. Mais maintenant, pour la première fois, ils étaient véritablement unis, non pas par un contrat ou une clause testamentaire, mais par quelque chose de bien plus fort, l'amour et la confiance mutuelle. La nouvelle du départ d'Étienne Martin du groupe Dubois provoqua un véritable émoi sur les marchés financiers. Les actions de l'entreprise, qui avaient chuté ces dernières semaines, commençaient lentement à se redresser. Cependant, pour Camille et Alexandre, les véritables défis ne faisaient que commencer. Un lundi matin, Camille arriva à la bibliothèque et trouva une pile de magazines à sensations sur son bureau. Tous titraient sur son rôle dans la récente crise du groupe Dubois. « La bibliothécaire qui a sauvé un empire », disait l'un d'eux. « Du roman à la finance, comment Madame Dubois a révolutionné le groupe », annonçait un autre. « C'est de la folie », commenta Élodie en feuilletant les magazines. « Mais tu dois admettre que c'est une sacrée histoire. » Camille soupira, rangeant les magazines dans un tiroir. « Tu sais ce qui est le plus fou? À quelle vitesse tout a changé. Il y a 2 mois, j'étais juste la bibliothécaire timide qui rêvait d'histoires d'amour dans les livres. Et maintenant, tu es l'héroïne de ta propre histoire, » compléta son ami en souriant. Au siège du groupe Dubois, Alexandre faisait face à ses propres défis. Le conseil d'administration avait convoqué une réunion extraordinaire pour discuter des changements à la direction suite au scandale impliquant Étienne. « Nous avons besoin de sang neuf », argumenta l'un des membres les plus anciens du conseil. « Quelqu'un qui puisse apporter une vision différente au groupe. » Alexandre surprit tout le monde avec sa réponse. « Je suis entièrement d'accord, et j'ai la personne parfaite en tête. » Ce soir-là, pendant le dîner sur la terrasse, Alexandre présenta sa proposition à Camille. « Je veux que tu prennes la direction de la fondation culturelle du groupe, » dit-il, observant attentivement la réaction de son épouse. « Pas parce que tu es ma femme, mais parce que tu as prouvé que tu as une vision unique et précieuse. » Camille faillit s'étouffer avec son vin. « Moi, mais... Et la bibliothèque? Tu peux garder ton travail là-bas, » répondit-il en souriant. « En fait, je veux étendre le projet. Transformer la bibliothèque en un centre culturel modèle qui pourrait être reproduit dans d'autres communautés. » Les yeux de Camille brillèrent à cette idée. « Tu es sérieux? »« Je n'ai jamais été aussi sérieux, » répondit-il, prenant sa main sur la table. « Tu m'as appris qu'il existe différentes formes de richesse. Je veux utiliser le pouvoir du groupe pour créer quelque chose de significatif, quelque chose qui va au-delà des chiffres. » Alors qu'ils discutèrent des détails du projet, ils furent interrompus par un appel de Madame Claire, la mère de Camille. « Ma fille !» La voix de Madame Claire était empreinte d'émotion. « Je viens de voir ton reportage dans le journal. Je suis si fière. » Camille sentit les larmes lui monter aux yeux. « Maman, il se passe tellement de choses. Pourrais-tu venir ? » « Dîner ici demain ? J'ai des nouvelles à t'annoncer. » Après avoir raccroché, Camille trouva Alexandre qui la regardait avec tendresse. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle, essuyant ses larmes. « Je pensais à la façon dont tu as changé ma vie, » répondit-il. « Tu sais, j'ai toujours cru que le succès, c'était tout contrôler. Tu m'as montré que parfois, il faut laisser la vie nous surprendre. » Le lendemain, pendant le dîner avec Madame Claire, Camille et Alexandre partagèrent leur projet pour la fondation culturelle. La dame simple du quartier du Marais écoutait tout, les yeux embués. « Ton père aurait été si heureux, » dit-elle à Camille. « Il disait toujours que tu avais un don spécial pour toucher la vie des gens. » Plus tard, sur la terrasse,
Camille trouva Alexandre perdu dans ses pensées. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle en se blottissant contre lui. « À la façon dont tout s'est déroulé si naturellement, » répondit-il. « Tu sais, quand j'ai signé cette inscription pour le programme, je cherchais une solution pour le testament de mon père. J'ai fini par trouver le vrai sens de sa dernière leçon. » Et quel était-il? Que le véritable héritage ne réside pas dans les biens matériels, mais dans les vies que nous touchons, dit-il en souriant, la serrant plus fort. Mon père doit rire là-haut, en voyant à quel point son plan a mieux réussi qu'il ne l'aurait imaginé. À ce moment-là, Sophie entra sur la terrasse avec une enveloppe à la main. « Madame Camille, ceci vient d'arriver pour vous. » C'était une lettre du secrétariat à la culture de l'État. Ils avaient entendu parler du projet du centre culturel et voulaient organiser une réunion pour discuter d'un éventuel partenariat. « Il semble que notre projet prenne déjà son envol », commenta Alexandre, fier. Camille sourit, songeant à la façon dont sa vie avait changé. D'une simple bibliothécaire à directrice d'une fondation culturelle, d'une lectrice d'histoire, d'amour à l'héroïne de sa propre histoire romantique. Mais le plus important n'était pas les titres ou les réalisations, c'était la certitude d'avoir enfin trouvé sa place dans le monde, aux côtés de quelqu'un qui l'aimait, exactement comme elle était. Le projet du centre culturel avançait à grands pas. Camille avait transformé un étage entier du siège du groupe Dubois en un espace dédié à la culture et à l'éducation. Les murs, autrefois froids et corporatifs, exhibaient désormais des œuvres d'artistes locaux, et les salles de réunion avaient été adaptées pour accueillir des ateliers littéraires et culturels. « Je n'arrive pas à croire qu'en seulement 1 mois, nous ayons accompli autant », commenta Camille avec Élodie, qui avait accepté l'invitation pour coordonner le programme d'incitation à la lecture. C'est comme si un rêve se matérialisait. Ce matin-là, une surprise attendait Camille dans son nouveau bureau à la Fondation. Sur son bureau se trouvait une édition ancienne et rare de Jane Eyre, son livre préféré, avec une dédicace d'Alexandre, « À la femme qui m'a appris que les meilleures histoires sont celles que l'on écrit avec le cœur. » Alors, qu'elle admirait le cadeau, Camille fut surprise par un appel de Sophie. « Madame Camille, je suis désolé de vous déranger, mais nous avons une situation délicate. La presse a découvert votre grossesse. » Camille se figea. Elle et Alexandre avaient appris la nouvelle il y a à peine 1 semaine et prévoyant de la garder secrète encore un moment. Le test positif était toujours rangé dans son tiroir, aux côtés des projets qu'elle commençait à ébaucher pour l'avenir. « Comment l'ont-ils découvert ?» demanda-t-elle, sentant son cœur s'emballer. « Il semble que quelqu'un du laboratoire ait divulgué l'information. Les actions du groupe ont déjà commencé à réagir à la nouvelle. » Camille soupira, songeant à la manière dont sa vie était devenue si complexe. Chaque aspect personnel avait désormais des répercussions bien au-delà de sa vie privée. Dans le bureau principal du groupe, Alexandre faisait face à ses propres préoccupations. Les résultats des premiers examens du bébé étaient arrivés, révélant une condition génétique qui nécessiterait des soins particuliers pendant la grossesse. Monsieur Dubois appela son médecin personnel lors d'une consultation d'urgence. « Je tiens à préciser que, bien que cette condition nécessite une surveillance constante, il n'y a pas lieu de paniquer. La médecine a beaucoup progressé dans ce domaine. » Alexandre hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. Il se souvenait de son père, de la manière dont il disait toujours que la vie avait une façon particulière de nous enseigner ses leçons les plus importantes. Lorsqu'il rentra chez lui ce soir-là, il trouva Camille sur la terrasse, son endroit préféré. Elle était enveloppée dans un châle, contemplant la ville d'un air pensif. « Comment vas-tu » demanda-t-il en l'enlaçant par derrière. « Effrayée » avoua-t-elle. « Pas à cause de l'état du bébé, mais parce que tout est devenu si public si rapidement. Parfois, je regrette ma vie tranquille à la bibliothèque. » Alexandre la tourna vers lui, plongeant son regard dans le sien. « Tu sais ce que j'ai appris grâce à toi, que parfois, les plus grands défis apportent les plus grandes bénédictions. Regarde où nous en sommes maintenant, tout ce que nous avons construit ensemble, et tout ce que nous allons encore construire, » ajouta-t-elle en posant sa main sur son ventre encore imperceptible. À ce moment-là, ils furent interrompus par Marie, qui apportait un plateau de thé et de biscuits. « Madame Camille, la décoratrice attend pour discuter de la chambre du bébé », annonça la gouvernante avec un sourire affectueux. « Vous pouvez lui dire que ce ne sera pas pour aujourd'hui », répondit Alexandre, surprenant tout le monde. « Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de différent.
Camille le regarda, intrigué, tandis qu'il prenait les clés de la voiture. « Où allons-nous ?»« Rendre visite à ta mère, » répondit-il. « Je pense qu'il est temps de lui annoncer en personne l'arrivée de son petit-fils ou de sa petite-fille. » Sur le chemin de la maison de Madame Claire, Camille observait le profil de son mari pendant qu'il conduisait. Qui aurait cru que cet homme, qui quelques mois auparavant semblait si distant et formel, tenait maintenant à partager des moments familiaux aussi intimes, dans la simplicité de la maison de Madame Claire, entre des tasses de thé et des histoires du passé, le couple annonça la nouvelle. La joie sincère dans les yeux de la dame fit réaliser à Camille que, malgré tous les défis, ils étaient sur la bonne voie. « Ma fille », appela Madame Claire avant leur départ, « ton père disait toujours que la vraie richesse réside dans les petites joies de la vie. Je vois que tu as trouvé non seulement la richesse matérielle, mais surtout celle du cœur. » De retour à leur appartement, Camille et Alexandre commencèrent à planifier les aménagements nécessaires pour l'arrivée du bébé. Plus qu'un héritier de l'Empire du Bois, cet enfant représentait l'union de deux mondes qui, contre toute attente, s'étaient rencontrés et complétés. « Tu sais, » commenta Camille tout en rangeant quelques livres pour enfants qu'elle avait sélectionnés, « je crois que j'ai enfin compris pourquoi ton père a ajouté cette clause. Dans le testament. »« Pourquoi ?» demanda Alexandre curieux. « Parce qu'il savait que la vraie valeur d'un empire ne réside pas dans l'argent, mais dans les personnes qui le construisent. Il voulait s'assurer que tu trouverais quelqu'un pour t'aider à voir cela aussi. » Le centre culturel du Bois était sur le point d'être inauguré. Camille, maintenant enceinte de 5 mois, supervisait les derniers préparatifs tout en jonglant avec ses rendez-vous médicaux et ses nouvelles responsabilités. Le projet avait pris une ampleur bien plus grande que ce qu'elle avait imaginé au départ. « Les chiffres sont impressionnants », commenta Élodie en montrant les statistiques préliminaires. « Nous avons déjà plus de 1000 inscrits pour les programmes d'éducation et de culture, et cela avant même l'inauguration officielle. » Camille sourit, caressant son ventre déjà visible. Le bébé que les médecins avaient confirmé être une fille semblait s'agiter chaque fois qu'elle s'enthousiasmait pour le travail. « Il faut s'assurer que tout soit parfait pour l'inauguration », dit-elle en parcourant la liste des invités. Le gouverneur a confirmé sa présence, ainsi que plusieurs ministres de la culture d'autres régions. À ce moment-là, Sophie entra précipitamment dans la pièce. « Madame Camille, nous avons une situation. Le magazine Le Monde veut faire un article de couverture sur vous. »« Sur moi ?» demanda Camille, surprise. « Oui, ils veulent raconter votre histoire. La bibliothécaire qui non seulement a conquis l'un des hommes les plus puissants du pays, mais qui est aussi en train de révolutionner le paysage culturel français. » Camille hésita. Elle ne se sentait toujours pas complètement à l'aise avec toute cette attention médiatique, mais elle savait que cette exposition pourrait aider à promouvoir le projet. Dans son bureau au groupe du Bois, Alexandre faisait face à ses propres dilemmes. Le conseil avait proposé d'étendre le modèle du centre culturel à d'autres villes, mais certains actionnaires remettaient en question l'investissement dans des projets sociaux en période d'instabilité économique. « Les chiffres ne mentent pas », argumenta Alexandre lors d'une réunion tendue. « Le retour social de cet investissement est immense et la réputation du groupe n'a jamais été aussi forte. » Après une longue journée de travail, le couple se retrouva à la maison. Camille était particulièrement fatiguée et Alexandre remarqua son expression préoccupée. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il en s'asseyant à ses côtés sur le canapé. « C'est juste que, parfois, je me demande si je fais la bonne chose, » avoua-t-elle. « Et si je n'étais pas à la hauteur de tout ça? Le centre culturel, la fondation, être mère... » Alexandre prit ses mains entre les siennes. « Tu te souviens du jour où nous nous sommes rencontrés? J'étais tellement prisonnier de mes préjugés que j'ai failli rater la chance de rencontrer la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais croisée. » Camille sourit, se remémorant ce jour à l'hôtel. Qui aurait cru que ce moment d'hésitation se transformerait en tout ça? « Exactement, » poursuivit-il. « Tu n'as pas seulement transformé ma vie, mais tu es en train de changer. Celle de milliers de personnes grâce au centre culturel. Notre fille sera très fière de toi. » À cet instant, le bébé donna un coup de pied vigoureux comme s'il était d'accord. Tous deux rirent, partageant ce moment intime. Le lendemain, lors de l'interview pour Le Monde, Camille surprit tout le monde par son honnêteté et sa simplicité. « Beaucoup de gens pensent que c'est une histoire de Cendrillon moderne », déclara-t-elle à la journaliste. « Mais en réalité, c'est une histoire d'authenticité.
Une histoire qui montre que l'amour véritable n'a rien à voir avec le statut social ou les apparences, mais avec le fait de trouver quelqu'un qui vous accepte tel que vous êtes. L'interview touchait à sa fin lorsque Camille ressentit un fort étourdissement. Les médecins l'avaient déjà prévenue de la nécessité de se reposer en raison de la condition génétique du bébé, mais elle avait ignoré les signes de fatigue. « Camille !» s'exclama Alexandre qui suivait discrètement l'interview en se précipitant pour la soutenir. « Je vais bien », essaya-t-elle de le rassurer, mais sa pâleur disait le contraire. À l'hôpital, après une série d'examens, le médecin fut catégorique. Camille devait réduire drastiquement ses activités dans les semaines à venir. L'état du bébé nécessitait une attention particulière. « Comment vais-je réussir à coordonner l'inauguration du centre culturel ?» demanda-t-elle angoissée. « Tu n'iras pas, » répondit Alexandre déterminé. « Nous irons, ensemble, comme nous l'avons toujours fait depuis le début. » Le lendemain matin, l'équipe du centre culturel fut surprise de voir Alexandre Dubois, le puissant PDG, aider à ranger les livres et vérifier personnellement chaque détail de l'inauguration. « Monsieur, vous n'avez pas besoin de faire cela », commenta une des employées impressionnée. « Si, je dois le faire, » répondit-il en souriant, « parce que j'ai appris que les plus grands trésors de la vie ne sont pas ceux que l'on garde dans des coffres, mais ceux que l'on partage avec les autres. » À la maison, se reposant comme ordonné, Camille recevait des mises à jour constantes sur les préparatifs. Élodie, qui avait pris la relève en son absence, la tenait informée de chaque progrès. « Tu sais ce qui est le plus incroyable ?» commenta Élodie lors d'une visite. « Voir comment Alexandre a pris les choses en main avec tant de soin. Il a vraiment changé. » Camille sourit, caressant son ventre. « Non, Élodie. Il a simplement montré qui il a toujours été, sous toutes ses couches de protection. » Le soir, allongé dans leur lit, Alexandre lisait à voix haute pour le bébé, une habitude que Camille lui avait apprise. C'était « Le Petit Prince », et l'ironie ne passa pas inaperçue, un livre sur la façon dont on ne peut voir correctement qu'avec le cœur. « L'essentiel est invisible pour les yeux », lut-il sa voix douce dans la pénombre de la chambre. Camille ferma les yeux, se sentant complète. Là, à ce moment, elle avait tout ce dont elle avait toujours rêvé, un amour vrai, un but dans la vie et la promesse d'un avenir encore plus beau. Le grand jour de l'inauguration du Centre culturel Dubois arriva enfin. Le bâtiment, autrefois symbole de pouvoir corporatif, rayonnait désormais d'une nouvelle énergie. Les murs exhibaient des œuvres d'artistes locaux et les étagères de livres créaient une ambiance chaleureuse à chaque étage. Camille, suivant les recommandations médicales, suivait les derniers préparatifs depuis chez elle, via des appels vidéo. Son ventre de 7 mois était déjà bien visible, et la petite Sophie, un nom choisi en hommage à la première bibliothécaire que Camille avait rencontrée dans son enfance, semblait particulièrement agitée ce matin-là. « Tout est parfait », assura Élodie, ajustant la caméra pour montrer le hall principal. Alexandre a vérifié chaque détail en personne. Tu ne vas pas le croire, mais il a même organisé les livres en utilisant le système décimal Dewey. Camille rit, émue. Qui aurait cru que le puissant homme d'affaires apprendrait les systèmes de catalogage juste pour s'assurer que tout soit à son goût? Au siège du centre culturel, Alexandre apportait les dernières touches à son discours d'inauguration lorsque Julien entra dans son bureau. « Les journalistes ont déjà commencé à arriver », informa l'avocat. « Et il y a autre chose. J'ai trouvé ça dans l'ancien bureau de ton père. » C'était une enveloppe jaunie avec l'écriture caractéristique de Robert Dubois. « À ouvrir. Le jour où mon fils comprendra la véritable signification du succès. » Avec des mains légèrement tremblantes, Alexandre ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre. « Mon fils, si tu lis ceci, c'est que tu as enfin compris que la véritable valeur d'un homme ne réside pas dans la taille de sa fortune, mais dans la grandeur de son cœur. La clause du testament n'a jamais été une question de contrôle du groupe. C'était une question de trouver quelqu'un qui t'aiderait à voir au-delà des chiffres. Tout empire a besoin d'un but plus grand que les profits. Trouve le tien. Avec amour, ton père. » Alexandre sentit ses yeux s'embuer. À ce moment-là, tout prenait sens. La cérémonie d'inauguration fut diffusée en direct sur Internet, permettant à Camille de suivre tout depuis chez elle, confortablement installée dans un fauteuil spécial qu'Alexandre avait fait fabriquer pour elle. C'est avec une grande émotion que nous inaugurons aujourd'hui non seulement un espace culturel, mais un rêve partagé.
commença Alexandre dans son discours. Il y a 1 an, j'étais un homme qui croyait avoir tout, mais en réalité, je n'avais rien. Il a fallu qu'une bibliothécaire courageuse entre dans ma vie pour me montrer que les véritables trésors ne se gardent pas dans des coffres. Au premier rang, Madame Claire pleurait discrètement, fière de sa fille qui avait transformé non seulement sa propre vie, mais celle de toute une communauté. Ce centre culturel est plus qu'un projet social, poursuivit Alexandre. C'est une preuve que l'amour a le pouvoir de transformer des vies. Chaque livre sur ses étagères, chaque œuvre d'art sur ses murs, chaque programme éducatif que nous développerons ici porte un peu du cœur de la femme extraordinaire qui m'a appris la véritable signification du succès. À la maison, Camille ne parvenait pas à retenir ses larmes. À ses côtés, Sophie, devenue une amie proche, lui tenait la main en signe de soutien. Après le discours, vint le moment que tous attendaient. L'annonce du programme de bourse d'études Sophie Dubois, en hommage à la fille du couple qui était en route. Le programme offrirait des opportunités éducatives aux jeunes issus de communautés défavorisées. Parce que nous croyons, expliqua Alexandre, que la connaissance est le plus bel héritage que nous puissions laisser aux générations futures. À la fin de la cérémonie, contre toute attente et protocole, Alexandre quitta l'événement, plus tôt. Quelque chose de plus important l'attendait à la maison. Il trouva Camille endormie dans le fauteuil, la tablette encore allumée avec la retransmission de la cérémonie. Il s'agenouilla à ses côtés, déposant un doux baiser sur son front. « Salut », murmura-t-elle en se réveillant. « Le discours a été magnifique. J'ai appris de la meilleure, sourit-il. Tu sais, j'ai trouvé une lettre de mon père aujourd'hui. Il avait raison sur tout. Sur quoi? Sur le fait que j'avais besoin de quelqu'un qui me montre la vraie signification du succès. Quelqu'un qui m'apprenne que l'amour n'est pas une question de pouvoir ou de contrôle, mais de grandir ensemble. » À ce moment-là, Sophie donna un coup de pied vigoureux, les faisant tous deux rire. « Je crois qu'elle est d'accord, » plaisanta Camille. « Bien sûr qu'elle l'est, » répondit Alexandre, posant sa main sur le ventre de sa femme. « Elle est comme sa mère, trop sage pour son âge. » Le centre culturel du Bois deviendrait un modèle de succès, reproduit dans plusieurs villes de France. Camille et Alexandre continueraient leur voyage ensemble, équilibrant famille, travail et amour, prouvant que les plus belles histoires d'amour sont celles que l'on écrit avec le cœur. Et ainsi, le milliardaire qui croyait avoir tout compris découvrit que son plus grand trésor ne se trouvait pas dans les coffres de son empire, mais dans le sourire de la bibliothécaire qui osa lui montrer un monde au-delà des chiffres. Un monde où l'amour véritable ne se mesure pas en chiffres, mais en moments partagés, en rêves réalisés et en vies transformées.